Bonsoir à tous. Je suis Olivier Jérôme, directeur général régional chez Fibrose Kystique Canada. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir à cette séance d'information de Fibrose Kystique Canada au sujet de l'arrivée de Trikafta au pays. Avec moi, pour vous accompagner ce soir, Kelly Grover, présidente et chef de la direction, ainsi que le docteur John Wallenberg, notre directeur en chef des activités scientifiques. Tous ensemble, au cours de la prochaine heure, feront un tour d'horizon au sujet de l'arrivée de Trikafta au pays. Nous allons aussi répondre à vos très nombreuses et ô combien pertinentes questions et nous informerons de la suite et des prochaines étapes. Donc, c'est sans plus tarder que je passe la parole à Kelly. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Quelle semaine formidable pour le FK. Nous sommes ici ce soir pour répondre à certaines de vos questions au sujet de la nouvelle que nous avons eue cette semaine. La demande faite à Santé Canada pour l'approbation de Trikafta et les étapes suivantes nécessaires pour que ce médicament parvienne entre les mains de ceux qui en ont besoin. De retour à toi, Olivier, pour aborder quelques questions pratiques. Merci beaucoup, Kelly, très apprécié. Nous avons reçu un très grand nombre de questions là, pour la séance de ce soir. On les a regroupées selon certains grands thèmes. Donc, l'approbation, hein, soit les étapes vers la couverture du médicament pour nos patients, les questions quant aux mutations et aux indications cliniques pour le médicament. Bref, une série de questions que vous allez voir passer. N'hésitez pas d'ailleurs, tout au long de la séance, à poser vos questions en utilisant la fonction Q&R ou Q&A dans le bas de votre navigateur Zoom ou encore via la fonction chat. Donc, le très grand nombre de questions qu'on a reçues ont amplement meublé le temps alloué pour ce soir, donc on vous en remercie. Plusieurs d'entre elles, sans nécessairement utiliser les mêmes mots, convergeaient vers un même thème, vers de mêmes interrogations. Donc, ça se peut que vous alliez reconnaître votre question parmi les thèmes abordés. Il se peut aussi qu'on ne puisse pas répondre à chacune d'entre elles en direct. Donc, on va publier sur notre blog un résumé écrit de toutes les questions posées avant et pendant la séance. On fournira aussi un lien vers le blog ou aussi dans nos médias sociaux pour l'ensemble de ce récapitulatif-là, mais aussi pour l'enregistrement, car cette séance est enregistrée. Pour finir, veuillez noter qu'afin d'assurer la qualité de cette présentation, seuls les micros de nos panélistes seront activés. La parole est à vous, Dr. Wallenberg. Merci, Olivier. Et bonsoir tout le monde. Alors, comme Kelly prévu, cette semaine, nous avons annoncé une grande nouvelle. Nous avons annoncé que Vertex a pris la décision d'introduire de nouveaux médicaments contre la fibrose kystique au Canada et que Trikafta était dans le processus de soumission pour l'approbation à Santé Canada. Nous souhaitons partager avec vous quelques informations sur ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et pourquoi nous avons partagé ces informations avec vous. La semaine dernière, nous nous étions déjà en mesure de voir des signes prometteurs lorsque Vertex a lancé une page web canadienne, ce qu'ils ne font que pour certains pays. Nous avons ensuite reçu une lettre de la part de Vertex vendredi après-midi indiquant qu'il avait pris la décision d'introduire de nouveaux médicaments contre la fibrose kystique au Canada. La lettre était peu précise car Vertex n'est pas en mesure de communiquer sur les médicaments dont la vente n'est pas approuvée au Canada. Cependant, nous pouvions facilement déduire qu'il s'agissait de Trikafta. Nous n'avons pas immédiatement communiqué la nouvelle car nous voulions faire preuve de diligence pour nous assurer que nos communications n'auraient pas d'impact négatif sur le processus de demande. Et nous espérions qu'une confirmation finale de la part de Santé Canada. Cependant, la nouvelle a commencé à se répandre. Les médecins ont appris la nouvelle par le fabricant en ce qui concerne le programme d'accès compassionnel. Les patients ont commencé à avoir vent de la nouvelle et nous ont appelé désirant obtenir une confirmation. À ce moment-là, nous avons su que nous devions en faire part dans notre communauté afin d'apporter des clarifications fondées sur ce que nous savions, d'éviter des rumeurs
et de célébrer ce moment, un moment qui a été si difficile à atteindre. Avant de procéder, nous avons contacté le fabricant et Santé Canada. Nous devions également partager les informations avec vous car nous aurons besoin de votre aide pour maintenir la pression sur le ministre de la Santé afin qu'elle tienne sa promesse d'accélérer l'approbation de TRIKAFTA. Nous avons noté ce fait dans toutes les entrevues que nous avions accordées aux médias cette semaine pour souligner publiquement l'engagement qui a été pris et notre attente d'un processus d'examen rapide. Nous avons contacté Santé Canada et nous comprenons qu'il peut y avoir un délai, voire plusieurs semaines, pour qu'ils reconnaissent officiellement la réception d'une demande. Je comprends que cette attente supplémentaire peut être difficile, mais tous les signes restent positifs. Dès que nous recevrons un avis, nous vous en informerons. Nous souhaitons confirmer que TRIKAFTA n'a pas encore été approuvé par Santé Canada. Le fabricant a l'intention de soumettre pour approbation à Santé Canada. C'est un moment extraordinaire. Nous n'étions pas du tout certains que ce jour arriverait. Et je tiens à adresser un immense merci à la communauté de la fibrose kystique pour votre travail inlassable qui a rendu cette étape possible. Notre message collectif a été entendu. La fibrose kystique ne peut pas attendre. Nous aurons besoin de TRIKAFTA maintenant. Nous tenons à souligner que cette étape n'a pas été atteinte aussi rapidement qu'elle aurait dû et que nous aurons perdu des membres de notre communauté pendant le processus. Nous sommes également conscients que 5% des Canadiens vivant avec la fibrose kystique ne disposent toujours pas de modulateurs ou ne sont pas éligibles à avoir des modulateurs. Sachez que nous continuerons à faire pression pour obtenir des thérapies innovantes pour tous les membres de notre communauté, à faire pression pour des thérapies qui transformeront la vie de tous les Canadiens vivant avec la fibrose kystique. Merci, John, pour ces importantes précisions. Il y a vraiment de quoi se réjouir. Puis c'est de très bon augure, en tout cas, pour ce qui est de la suite du processus. Donc, sur cette note, on va y aller d'emblée avec les questions. La première qui correspond aussi à peu près beaucoup d'informations variables qui circulaient sur les médias sociaux, si on peut juste y répondre d'emblée. TRIKAFTA a-t-il été approuvé par Santé Canada? John. La question de l'heure, n'est-ce pas? Et pour être clair, non. Comme on l'avait déjà mentionné, Santé Canada n'a pas encore approuvé TRIKAFTA. Vertex s'est engagé publiquement à déposer une demande d'approbation auprès de Santé Canada pour vendre TRIKAFTA au pays. Santé Canada, notre régulateur fédéral des médicaments, examinera l'efficacité, la sûreté et la qualité de TRIKAFTA. C'est la première étape de l'approbation de nos médicaments. Parfait. Bon. Mais question très large, en fait, une série de questions qui pointaient un peu vers la même direction, c'est à savoir, et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que TRIKAFTA sera-t-il remboursé? Puis est-ce que ça veut dire que ça va juste être remboursé par des régimes privés plus généreux que la moyenne ou ça va être accessible pour toutes les personnes qui en ont vraiment besoin? Pour répondre à cette question-là, puis préparez-vous parce qu'il va avoir, ça va être un festival d'acronymes. Et ils sont très importants parce qu'ils définissent tous un peu une part de l'organisme fédéral qui va accompagner le médicament dans tout ce long chemin qui peut être le processus de réapprobation de la frontière canadienne jusqu'au chevet des patients. Donc, je crois que vous voyez une petite infographie ici qui représente différents paliers. John, est-ce que c'est bien la bonne chose qui s'affiche? Oui. Donc, cette série de paliers fait juste présenter les différents éléments. Donc, on vous parle de Santé Canada. En ce moment, on n'est même pas sur le palier car Santé Canada ne l'a pas approuvé, comme dit John. On est à la porte de ce palier. on salue ceux qui travaillent et planchent sur l'approbation en cours. Et tout en bas, il y a les patients. Bon, une fois que Santé Canada aura terminé son examen, puis on se penchera plus tard sur le type d'examen qui sera retenu par Santé Canada, d'emblée, les payeurs privés, eux, pourront
commencer à entamer le bal pour éventuellement le couvrir pour ceux qui adhèrent à leur régime particulier privé. Une fois que le travail de Santé Canada aura été fait, le travail du CEPMB, donc le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, plafonnera le prix maximal auquel le médicament pourra être vendu en sol canadien. On le sait, on en a parlé beaucoup du CEPMB, ils arrivent avec une nouvelle série de règles, de façon d'évaluer ce plafonnement des prix. Et c'est une règle qui va suivre le médicament tout au long du processus. Ensuite, l'évaluation des technologies en santé faite par CADVIT, l'ACTMS, donc l'Agence canadienne du médicament et des technologies en santé, et pour le Québec, l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, procéderont à l'évaluation de la valeur pharmacoéconomique du médicament. Une fois que cette évaluation-là va avoir été complétée, on passe au palier suivant, où est-ce que vous voyez une série de drapeaux, ce sont toutes nos provinces canadiennes, ils se rassemblent sous l'égide de l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique qui, à ce moment-là, tente de négocier un prix de gros, un premier rabais. Donc, on le sait, il y a le prix de liste plafonné par le CEPMB. Il y aura une première négociation qui se fera au sein de l'APP. Puis, comme vous le savez, des négociations, on n'a pas nécessairement de contrôle, il n'y a pas de ligne directrice dans le temps ou de la façon dont ça s'opère. Ce sont des discussions ouvertes avec les différents partis qui ont lieu d'être. Lorsque ces négociations-là sont terminées, bien, les provinces ensuite, à travers leurs différentes agences, donc encore une fois pour le Québec, c'est l'INES qui s'y prête, vont décider ou non d'inscrire à la liste des médicaments remboursés pour certaines indications, totales par rapport à ce qui était approuvé ou partielles, avec certaines restrictions, le médicament, ce qui arrive au chevet du patient. Donc, c'est dans cette optique-là où le travail a déjà été entamé. Donc, vous avez vu, là, le médicament doit passer un certain nombre d'étapes avant d'être accessible au final par le patient. Puis grâce à notre réseau national de défense des droits, puis à notre communauté, Fibrosquisté Canada n'a pas cessé de faire pression sur tous ces paliers du gouvernement pour accélérer chacune des étapes et vers un remboursement de Trikafta. On a d'ailleurs reçu la confirmation que Trikafta bénéficierait d'un traitement rapide. Mais il faut quand même maintenir la pression pour s'assurer que cette promesse-là, qui a été faite par la ministre fédérale de la Santé, soit bien effective et que ça va prendre ce chemin rapide. Et pour qu'au final, bien, nos programmes publics d'assurance médicaments prendront aussi rapidement en charge la couverture du médicament. Nos programmes publics dans les provinces ont débuté depuis le mois de mai les négociations pour Calideco et Orcambie. On avait alors immédiatement demandé à ce panel, à l'APP, de considérer Trikafta dans ces négociations à ce moment-là, donc pour mettre la table, vu l'imminence de son arrivée. On avait également demandé au programme public d'assurance médicaments de couvrir le médicament pour ceux qui en ont besoin immédiatement après la clôture des négociations, qu'il n'y ait pas de délai. Il n'y a pas de limite de temps pour ces négociations, je vous le répète, au niveau de l'APP. Donc, il faut maintenir la pression jusqu'à ce que nous obtenions la couverture la plus large possible au niveau des indications et publique, à savoir couverte par nos régimes dont nos familles FK ont besoin. Donc, c'est beaucoup d'acronymes, mais c'est un processus et c'est un processus dont tous les médicaments doivent se conformer. Donc, question que, puis à la lecture de ce diagramme-là, vous avez vu, il pouvait sembler que ça pourrait aller de 2, 3 ans, même parfois 4 ans. Plusieurs questions que nous ont demandées, c'est combien de temps ça va prendre. Donc, John peut peut-être y répondre. Est-ce que ça signifie que Santé Canada débutera son processus d'approbation et que ça pourra durer 2, 3, 4 ans ou, en fonction du chemin parcouru, jusqu'à quel point on peut retrancher le délai dans l'approbation? OK, merci Olivier. Et puis merci d'avoir défini tous ces acronymes au début. Je ne voudrais pas les prononcer à la longue à chaque fois. Alors, en plus, j'ai remarqué juste brièvement avant de commencer à parler, de répondre à ta question, j'ai remarqué dans les questions quelqu'un qui demande qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une modulateur. Et c'est un peu fondamental à comprendre. Alors, j'aimerais juste expliquer. Oui, alors, des modulateurs, toutes les drogues
de Vertex dont on parle, Kalydeco, Orkambi, Symdeco, puis Trikafta, des drogues ou des médicaments qui fonctionnent à la base de la maladie, à corriger le protéine qui est défectueuse chez la fibrose kystique. Cette famille de molécules et de drogues, on les appelle des modulateurs. Alors, Trikafta est en fait la 3e génération de ces modulateurs. Alors, pour retourner à la question, est-ce que ça veut dire qu'on débute une longue process de 3, 4 ou quelques années avec Santé Canada et qui a pris la décision Vertex ou Santé Canada? Alors, en termes de qui a pris la décision, c'est le fabricant qui doit toujours soumettre un médicament à Santé Canada. Santé Canada ne demande jamais aux fabricants de soumettre leurs médicaments, quelle que soit leur qualité. Et comme on a indiqué précédemment, le fabricant s'est engagé publiquement à soumettre Trikafta pour approbation à Santé Canada, mais on ne connaît pas encore les détails de sa demande. Si le fabricant demande et se voit accorder un examen prioritaire par Santé Canada, l'examen pourrait être terminé en 6 mois. Le médicament devrait alors être examiné par le CEPMB et les agences d'évaluation des technologies de la santé, comme a expliqué Olivier, la CMTS et l'INES, ce qui ajouterait du temps supplémentaire. Si le fabricant consent à un examen harmonisé, plusieurs organismes gouvernementaux dont on vient de parler peuvent travailler en parallèle et en même temps. Par exemple, les examens de l'ACMTS et l'INES s'aligneraient avec l'examen de Santé Canada, tout comme l'examen des prix du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés CEPMB. En somme, un examen harmonisé peut réduire le temps et peut-être prendre 12 mois ou moins à l'intérieur d'une année. Alors, si un examen harmonisé n'est pas accordé, cela se pourra prendre 2 ans ou plus pour faire passer le médicament par le système d'examen et de remboursement des médicaments. Mais Fibrose Kystique Canada s'efforcera de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Nous continuerons à faire pression pour l'examen, que l'examen soit le plus rapide possible. Nous sommes encouragés par le fait que, lors d'une réunion avec Fibrose Kystique Canada, la ministre fédérale de la Santé s'est engagée à accélérer le processus d'approbation du médicament par Santé Canada et l'examen du prix par le CEPMB. Merci, John. On a eu quelques questions qui portaient plus sur le programme d'accès spécial. Plusieurs se demandaient qu'arrive-t-il à ceux qui reçoivent déjà Trikafta dans le cadre du programme d'accès spécial? Le PAS donne des médicaments qui ne sont pas disponibles pour la vente au Canada et qui traitent des patients souffrant de maladies graves ou des conditions qui mettent leur vie en danger. Et c'est qualifié pour des patients de façon, c'est un programme compassionnel. Alors, l'accès de ces médicaments n'est envisagé que lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, sont inadaptées ou ne sont pas disponibles. Un médicament devient disponible au Canada lorsqu'il reçoit l'autorisation, l'approbation de Santé Canada pour faire la vente. Après cela, le PAS n'accepte plus de nouveaux demandeurs. Le fabricant, même si le programme est administré par Santé Canada, c'est le fabricant dans ces cas-là qui fournit le médicament. Alors, c'est le fabricant qui fournit actuellement Trikafta à ceux qui reçoivent le médicament par le biais de PAS. D'après nos conversations avec la compagnie, ils ont confirmé que ces personnes bénéficieront de droits acquis par l'entreprise jusqu'à ce qu'elles reçoivent une couverture publique ou privée. Alors, ils vont être en anglais, en good English, they'll be grandfathered. You're on mute. Sorry, Olivier. Voilà. Quel serait un webinaire sans tomber au moins une fois par mute? J'ai déjà entendu quelqu'un dire ça. Donc, commentaire très technique, puis c'est là qu'on a vraiment besoin de toute ta science, John.
on tombe là dans les critères de prescription. Donc, puis on le sait, Trikafta est présentement disponible aux États-Unis, la FDA, en Europe, via l'Agence des médicaments européenne, le European Medical Agency, le EMA. Donc, plusieurs s'interrogent, ils l'écrivent tel quel. J'espère que Trikafta sera approuvé avec les mêmes critères de prescription qu'aux États-Unis et non selon l'accès restreint accordé par l'EMA en Europe. Est-ce que vous pouvez expliquer cette inquiétude que plusieurs familles FK ressentent en ce moment? Merci, Olivier. Avec plaisir. C'est une question qui fait référence au génotype spécifié dans la monographie du produit et c'est très important. Nous pourrons peut-être répondre plus au long si on a du temps, mais je le doute. Alors, on va aller avec la réponse courte. C'est généralement bien connu, bien compris dans la communauté que toutes les personnes atteintes de fibrose kystique ont 2 copies mutées du gène de la fibrose kystique. Au Canada et aux États-Unis, une mutation appelée le F508del est de loin la plus courante mutation. Jusqu'à 90% des personnes atteintes de fibrose kystique en Amérique du Nord en ont au moins une copie. Aux États-Unis, la FDA a accepté que toute personne ayant au moins une copie de la mutation F500del soit éligible pour recevoir Trikafta, l'autre mutation étant moins pertinente. En Europe, par contre, les personnes possédant une copie de la mutation peuvent obtenir Trikafta en fonction de leur autre mutation. Bien sûr, si la deuxième mutation est également F508, ils peuvent certainement obtenir Trikafta ou Kaftrio, comme on l'appelle en Europe. Si la deuxième mutation est ce qu'on appelle une mutation fonctionnelle minimale ou fonction minimale, ce qui signifie qu'il n'a pas de produit génique fonctionnel, le patient peut alors recevoir Kaftrio. Mais si la mutation est ce qu'on appelle une gating mutation ou ce n'est pas reconnu comme étant une mutation fonction minimale, alors le patient n'est pas éligible pour recevoir Kaftrio. Les mutations gating sont partiellement fonctionnelles et peuvent parfois être traitées avec Kalydeco ou Symdeko. La décision de la FDA est beaucoup plus facile à prendre car il y a beaucoup de mutations que nous ne comprenons pas. On ne sait pas, on ne peut pas les classifier comme des mutations fonctionnelles minimales parce qu'on n'a pas fait ces études-là. Et alors, ça pourra empêcher beaucoup de personnes ayant des mutations rares ou inconnues d'y avoir accès. Les indications de l'utilisation clinique d'un médicament sont déterminées par Santé Canada et figurent dans la monographie du produit. À l'heure actuelle, nous ne savons pas ce que l'étiquette ou la monographie comprendra au Canada. On sait que Santé Canada tend à être un peu conservateur dans leur évaluation, se limitant largement à l'information sortant des essais cliniques. Dans ce sens-là, ils ressemblent plus au EMA qu'au FDA. Mais l'accès est encore plus compliqué que ça, que juste ce qui est sur le label de Santé Canada, car parfois, ce que Santé Canada autorise pour les modulateurs étant même plus inclusif que les programmes, les provinces publiques ou les programmes publics, les provinces permet réellement. Je ne sais pas si c'était clair, là. Alors, il y a Santé Canada qui, c'est ça, c'est permis, mais les provinces, ils peuvent encore, les autres programmes publics peuvent avoir des modifications, même à ces conditions-là. On a vu ça avec Kalydeco. Fibrose Kystique Canada travaille avec des cliniciens spécialistes de la fibrose kystique pour élaborer des directives de soins cliniques pour Trikafta au Canada, dans le cadre d'un effort plus vaste visant à créer des directives pour l'utilisation de tous les modulateurs au Canada. Ces lignes directrices sont fondées sur les données scientifiques publiées ainsi que sur les données réelles recueillies auprès de patients qui ont déjà accès. Alors, une fois réalisé, nous fournirons ces critères aux fournisseurs d'assurance médicaments publics et privés, en leur demandant de rembourser le médicament conformément aux directives établies par les cliniciens spécialistes de la fibrose kystique. Et ça, c'était la réponse courte. Donc,
C'est extrêmement complexe mais ce qu'on doit retenir, c'est que Santé Canada va définir, oui, un certain stade d'homologation, mais ensuite vient aux provinces suite à l'évaluation pharmaco-économique. L'INES aussi a un panel expert qui va peut-être définir certaines indications plus étroites que ce qui avait été initialement indiqué par Santé Canada. Donc, c'est pour ça que c'est très important à titre de communauté qu'on continue d'appuyer pression sur nos décideurs pour qu'ils prennent les directions d'inclure un maximum de nos familles FK à travers le processus d'homologation de Absolument. Puis il y a de bonnes raisons à continuer à poursuivre ces arguments aussi, Olivier. On n'arrêtera pas. John, j'ai ici une question issue de la chat room qui serait peut-être tout indiquée en ce moment. Qu'est-ce qui fait que Trikafta a une valeur thérapeutique si énorme comparativement aux modulateurs de la génération précédente? OK, comme j'ai dit tantôt, c'est la 3e génération de modulateurs. La première génération, Kaleidos, ça comprend un seul drogue, un seul produit chimique, médicament, à l'intérieur d'une pile. Puis ça a été, lors de son développement, ça a été ciblé à une mutation particulière, ce qui est une mutation que j'appelais tantôt gating. Puis ça fonctionne sur une façon très limitée pour cette mutation-là. La mutation 508, F508 a en fait plusieurs problèmes. Il y a un problème de trafficking. Il y a en fait 3 problèmes. Et alors, la 2e génération de ces modulateurs, Orkambi et Symdeko, ce sont en fait 2 drogues. Alors, ils contiennent Ivacaftor, ce qui est Kaleidos, si tu veux, puis ils contiennent un autre médicament qu'on appelle un corrector, mais c'est pas grave, il y en a 2. Et alors, ça aide à corriger 2 des problèmes, si tu veux, de Delta F508. Trikafta vient et ça comprend maintenant 3 médicaments. Alors, il y a 3 médicaments, il y a Ivacaftor, puis il y a 2 autres. Et là, on a 3 problèmes chez F508. On a un médicament qui, en fait, va plus loin à corriger les 3 problèmes. Alors, la réponse c'est juste que se fait une correction de la protéine. Orkambi et Symdeko, c'est une correction un peu moyenne. Trikafta fait une très bonne correction. Alors, la réponse clinique suit la réponse biologique. Et c'est pour ça qu'il y a une si grande différence. Donc, magnifique. Donc, la prochaine question, mais combien est-ce que le médicament coûtera? Puis je vais répondre à celle-là, John. On ne le sait pas. On ne connaît pas le prix que va exiger le manufacturier, la pharmaceutique, Vertex pour le médicament. On sait toutefois qu'il ne pourra pas être supérieur au plafond établi par le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés, le CEPMB. Souvenez-vous, la petite tour de garde là, qui fait une vigie sur les abus en termes de fixation des prix au Canada. Donc, le CEPMB, comme je disais, met en œuvre une nouvelle série de règles qui, selon nos premiers modèles économiques, vont sans doute faire baisser de 45 à 75 % le prix des médicaments brevetés au Canada. Donc, on ne sait pas exactement comment les nouvelles lignes directrices vont s'appliquer à Trikafta parce qu'on le sait, elles viennent d'être publiées puis elles seront portées à l'étude au Comité permanent de la santé, c'est ce qui risque de finir à la Chambre des communes après. Même le Sénat se penche actuellement sur ces lignes directrices-là. Donc, vu qu'on ne sait pas comment Trikafta va s'inscrire, on ne peut pas voir quelle sera l'incidence sur le prix de liste que lui est connu. On cherche en ce moment à obtenir plus d'éclaircissements, comme plusieurs personnes dans le monde des sciences de la vie sur ces fameuses règles du CEPMB, puis on vous tiendra bien évidemment au courant quand on en saura plus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, les négociations entre la pharmaceutique et l'Alliance pan-canadienne pharmaceutique vont bon train. Et on espère voir un signe d'encouragement qui aidera les négociations concernant Trikafta avec tout l'engouement qui a trait à l'annonce qu'on est en train de discuter ce soir. Une autre question qui est d'ordre de la couverture. Donc, plusieurs ont posé des questions sur les assureurs privés, puis on y reviendra parce que je vois encore qu'il y a des questions qui rentrent à ce sujet-là.
Mais qu'en est-il de la couverture par Santé Canada? Est-ce que Trikafta pourrait être couvert par Santé Canada? Donc, pour ceux qui l'ignoraient, Santé Canada a des programmes d'assurance médicaments pour différentes populations très ciblées. Là. Donc, pour les Premières Nations, les Autochtones, les Inuits, les membres des Forces armées, les vétérans, la GRC et quelques autres groupes. Mais la majeure partie de l'assurance médicaments publique connue est fournie par les provinces. Donc, Santé Canada, c'est vraiment un régime de couverture particulier. Donc, lorsque vous pensez couverture publique, pensez plutôt provinciale. Les provinces, elles, négocient en ce moment, comme je viens de le dire, avec l'APP pour inclure Calideco et Orcambie, donc les générations précédentes de modulateurs, sur les listes provinciales de médicaments couverts. On fait pression pour que Trikafta soit aussi inclus dans ce qu'on appelle une entente plateforme, un portfolio deal, et pour que ces négociations soient accélérées. Donc, on l'a dit, il n'y a pas de limite de temps. C'est selon l'intérêt, la motivation et le sentiment d'urgence que les parties prenantes perçoivent. Donc, on ne lâche pas la pression, on continue de pousser. Je sais que vous êtes une communauté très active aussi en ce sens, donc continuons. Il faut que nos programmes d'assurance médicaments et le fabricant comprennent justement qu'il faut raccourcir les délais au maximum. Donc, une fois que chacune des étapes est complétée, il faut passer à la prochaine sans attendre. Il faut rendre Trikafta disponible le plus rapidement possible. On va insister justement sur ce caractère urgent. Là. Chaque jour qui passe pour les familles FK, c'est un jour de plus avant de pouvoir améliorer leurs conditions. C'est parfois retarder la capacité de retarder une greffe ou carrément sauver des vies. Donc, il faut continuer de faire pression. John, j'ai ici, on reste dans les modulateurs toujours, des questions qui ont rapport à ceux qui sont présentement sur modulateur. Donc, je prends l'exemple de cette personne qui nous écrit « Je prends actuellement Symdeco. Trikafta est-il plus efficace? » Donc ça, on y a déjà répondu précédemment. Mais est-ce que ça veut dire que le prix de Symdeco, lui, va baisser? Je vais retourner, je vais adresser la question sur Symdeco parce que Symdeco, des patients qui ont des mutations à part de Delta F508 peuvent être éligibles pour Symdeco. Et il ne faut pas oublier que des médicaments peuvent avoir un différent impact sur différents patients. Alors, en général, oui, Trikafta a été un petit peu plus efficace sur les patients en moyenne que Symdeco. Mais il y a aussi des cas où les patients ne tolèrent pas. Alors, ils n'ont pas un bénéfice et ils ne tolèrent pas Trikafta. Alors, eux autres, là, ils vont rester sur Symdeco. Et ça, là, c'est toujours cas par cas. Alors, il faut consulter votre clinicien pour discuter ce qui vous convient le plus. Est-ce que le prix de Symdeco va-t-il baisser? En ce qui concerne Symdeco, on ne peut pas vraiment faire les commentaires pour les prix, mais ce que les assureurs privés peuvent rembourser le médicament une fois qu'il a été approuvé par Santé Canada, ce qui est le cas, et l'établissement d'un plafond du prix par le CEPMB. Par contre, les payeurs publics veulent généralement tenir compte d'une évaluation pharmacoéconomique de ACMTS ou de l'INES avant de procéder à une décision de couverture publique d'un médicament. Actuellement, Symdeco n'est couvert par aucun des régimes publics parce que le fabricant n'a jamais soumis ACMTS ou INES pour une évaluation par ces organes-là. Alors, yeah, c'est tout. Merci. Ils ont tous des noms en plus, ces modulateurs, avec une consonance similaire, donc on peut parfois s'y perdre, mais ils ont tous leur histoire, leurs conditions propres et leur voie d'accès propre en ce moment, donc très pertinent d'y répondre de façon singulière. Donc, la prochaine question, Orcambie. Bon, je vais répondre à celle-ci. Orcambie n'a finalement jamais été couvert par la RAMQ via les voies d'accès standard. Alors, si on est sans assurance privée, quelles sont les chances de pouvoir être couvert par Trikafta? Donc, quelqu'un semble vouloir faire le parallèle là, entre une éventualité où Trikafta passerait Santé Canada
et les évaluations pharmaco-économiques, mais ne se retrouveraient pas sur les listes de la RAMQ. Bon, comme John l'a expliqué plus tôt, là, on discute, on l'a fait, on discute présentement, puis on va continuer de discuter de la couverture de tous ces modulateurs-là avec les représentants des programmes publics de médicaments et les ministères de la Santé provinciaux pour les inciter d'inclure Trikafta dans leurs négociations qu'ils font en ce moment pour Orkambi et Calideco, puis de s'assurer que ces négociations-là soient accélérées. Tant que les provinces et le fabricant n'auront pas négocié un prix à l'APP, le médicament ne sera pas pris en charge par les régimes publics. L'INES attend d'avoir une recommandation puis le meilleur prix négocié possible pour continuer son travail d'évaluation quant à l'inscription ou non sur les formulaires de couverture publique. S'il l'est, il est alors fort probable que les critères d'admissibilité du médicament seront restrictifs. On en parlait tout à l'heure. Santé Canada va donner une homologation pour ça de large, puis ça se peut que les provinces le réduisent à seulement certaines indications. Nos régimes publics, souvent, vont limiter l'accès aux médicaments les plus innovants pour contraintes budgétaires ou autres, notamment des médicaments comme Trikafta. Donc, on ne veut pas que ça se passe. On veut avoir la couverture d'indication la plus large possible. L'impact de ce médicament-là est trop important pour en limiter l'accès seulement aux personnes les plus gravement atteintes. Donc, on doit faire en sorte que le potentiel thérapeutique de ces médicaments-là, il n'est pas designé nécessairement pour faire appel aux patients les plus souffrants, mais aussi pour être pris plus tôt dans la trajectoire de soins des patients. On doit faire en sorte que toutes les personnes qui en ont besoin y aient accès au moment opportun. Et c'est pour ça qu'on parle activement avec ceux qui sont en charge de ces programmes d'assurance médicaments publics. Il faut aussi considérer, puis ça avait l'air peut-être un peu négatif ce que je disais, il faut se consoler aussi parce qu'au Québec, on est peut-être mieux outillés que nos homologues des autres provinces parce que dans notre système, on a la mesure du patient d'exception. Donc, lorsque votre équipe de soins identifie qu'il n'y a plus nécessairement d'avenue couverte pour un patient donné, mais que la littérature démontre une valeur thérapeutique indiquée pour ce même patient sur une molécule qui a déjà reçu l'aval de Santé Canada, mais qui n'a pas reçu de recommandation positive de l'INES pour couverture pour la RAMQ, le médecin peut alors faire une demande de couverture via le patient d'exception. De nombreux patients au Québec ont pu bénéficier de cette couverture, puis nos cliniques FK sont au fait de cette démarche, puis n'hésitent pas à y avoir recours aux besoins. Le patient d'exception est là pour rester, il va être là aussi pour Trikafta aux besoins. Mais n'oublions pas que le M3S s'est également engagé à mettre en œuvre au cours des prochains mois la portion finale de la stratégie en maladies rares qui inclut de meilleurs paradigmes d'évaluation, des meilleures règles plus équitables pour l'évaluation de la couverture des médicaments dans un contexte de maladies rares afin d'améliorer l'accès à l'innovation en santé sans être désavantagé par le faible poids démographique de notre population de patients. Donc, l'objectif premier est bien sûr de voir Trikafta inscrit sur la liste des payeurs publics comme la RAMQ ou HORIP en Ontario. L'impact, comme je disais, est trop important pour qu'on se limite simplement à ceux qui sont gravement atteints. Il faut pouvoir bénéficier du pouvoir thérapeutique du médicament le plus tôt possible. Donc, on va continuer de faire pression auprès des gouvernements, auprès de l'INES, auprès de tous ceux qui peuvent avoir une influence positive sur la rapidité et l'urgence avec laquelle Trikafta va être en les mains de ceux qui en ont besoin. Prochaine question, et on retourne dans les technicalités, et je suis convaincu qu'on aura encore une fois la version courte. Trikafta sera-t-il accessible aux patients FK qui ne sont pas porteurs de la mutation F508, cette fameuse délétion? Et ou ça va être simplement pour ceux qui ont d'autres mutations? Parce qu'on sait que la FDA a approuvé la prise de Trikafta pour une certaine mutation. Et en fait, c'est un cas d'une patiente en particulier qui dit « La FDA a approuvé la prise de Trikafta pour ma mutation et je n'aurais pas besoin d'être porteur de la mutation F508del pour commencer à en prendre. Si le médicament n'est pas accessible aux personnes comme moi, des essais cliniques seront-ils prévus pour ma mutation afin de vérifier si Trikafta peut être efficace dans ce cas? » Donc, mutation, Trikafta. Qu'est-ce qu'on voit, John? C'est une très bonne question, Olivier.
Pose une question pour moi, en tout cas, parce que la monographie du produit produite par le FDA indique qu'un patient âgé de 12 ans et plus qui présente au moins une mutation F508, F508 dans le gène CFTR peut être éligible. Je n'ai pas de connaissance de critères de prescription permettant l'utilisation chez des patients sans une F508. Alors, ça serait une nouvelle pour moi. Je ne suis pas courant et c'est pas en Europe non plus. Cependant, ce que nous avons dit tantôt, c'est qu'on travaille avec des cliniciens spécialistes pour la fibrose kystique pour établir des lignes directrices. Si le médicament est approuvé, Santé Canada précisera les grandes lignes sur les indications, comme j'ai dit tantôt, et usages cliniques. Les critères établis par nos cliniciens seront remis aux dirigeants de nos programmes, comme j'ai dit tantôt, pour éclairer l'admissibilité. Il est fort probable que nous devrons lutter pour avoir une vaste couverture. Nous sommes prêts à le faire, à travailler avec notre communauté pour qu'une couverture adéquate soit mise en place. Par contre, il pourrait être difficile de montrer des effets bénéfiques chez des personnes qui n'ont pas la mutation 508, car il existe trop de nombreuses mutations. Tous les essais cliniques à date ont inclus au moins une F508. Et des autres mutations, on sait qu'il y a au-dessus de 2000 mutations du gène et il y en a beaucoup de ces mutations qui sont en fait très rares, puis trop rares pour faire l'objet des essais cliniques. Alors, nous devons travailler avec nos cliniciens et avec le Santé Canada pour plaider en faveur de l'utilisation de certains tests de laboratoire, comme CFIT à Toronto qui ont développé ou les organoïdes rectaux qu'on utilise en Europe pour prédire les personnes en laboratoire, prédire les personnes qui vont bénéficier du drogue. Merci, John. Tu as utilisé un acronyme dans ta toute dernière phrase. Des tests laboratoires comme CFIT. Yes, CFIT. Dis-nous en plus parce que je sais que tu peux en parler pendant des heures du programme CFIT. Non, mais très rapidement, c'est un programme qu'on a financé à l'hôpital pour enfants malades qui regarde vraiment déterminer sur une base individuelle le meilleur médicament d'un individu. En fait, c'est la même chose, les organoïdes rectaux, c'est la même chose qu'on prend un échantillon chez le patient. On le travaille dans le laboratoire, puis on met le drogue pour voir est-ce qu'il y a un effet qui va prédire un effet clinique. Et toujours en lien avec la question précédente, merci John. Rapidement, on parle de mutation. Est-ce que la capacité pulmonaire maximum est aussi un facteur qui est pris en compte lorsqu'on prescrit ou non un médicament comme Trikafta? Ça vient de la chatroom directement. C'est une bonne question. Les essais cliniques ont étudié des patients avec une fonction pulmonaire entre 40% et 90%. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces drogues-là, ils sont vraiment désignés, étudiés pour commencer plus tôt et de prévenir des effets néfastes de la maladie, alors l'accumulation des dommages. Alors, ce n'est pas vraiment désigné pour des personnes comme un dernier recours. Ce n'est pas la manière qui fonctionne le mieux. Alors, il y a beaucoup de raisons à commencer le plus tôt possible quelqu'un sur une des modulateurs. Est-ce que ça répond, Olivier? Oui, très bien. Okay. Autre question. Maintenant, au niveau de la greffe, qui est destinée à notre population greffée, les personnes ayant reçu une greffe de poumon pourront-ils prendre Trikafta? Et est-ce que des essais cliniques ont été réalisés avec des personnes FK ayant reçu une telle greffe? Alors, deuxième question, non. Je ne suis pas au courant des essais cliniques qui ont été réalisés avec des personnes ayant reçu une greffe, any greffe. Et en général, les patients ne reçoivent pas de modulateur après une transplantation pulmonaire. La raison est que les essais cliniques se sont concentrés sur l'amélioration de la fonction pulmonaire
et ont démontré les avantages cliniques durant les essais cliniques. C'est des fonctions pulmonaires qu'on regarde. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu des essais cliniques sur d'autres. Les patients atteints qui ont eu une greffe d'un autre organe solide, comme une greffe de foie, par exemple, pourraient bénéficier d'un modulateur. Mais cela devrait être discuté avec l'équipe de soins cliniques, notamment en raison des interactions médicamenteuses potentielles avec les médicaments que les patients doivent prendre après la greffe. Comme j'ai dit, Trikafta et ces 3 médicaments, les personnes post-greffe ont beaucoup de différents médicaments. Il y a toujours un risque qu'il y aura une interaction. Et encore 15 minutes, le temps file. Question issue, encore une fois, du chat room. Plusieurs reviennent sur le volet assurance privée, semblant spéculer sur le fait que une assurance privée va-t-elle payer plus rapidement? Ou en fait, est-ce que ça va être couvert plus rapidement si on est sur une assurance privée? Bon, premièrement, il faut comprendre que ce secteur de l'assurance privée peut être voué à de très grands changements en ce moment. Le réseau tel qu'on le connaît, oui, les assureurs, les payeurs privés, souvenez-vous, notre escalateur là, avait une voie directe après l'évaluation de Santé Canada. Donc, d'une fois que Santé Canada donnait son approbation, le manufacturier et les payeurs privés pouvaient entrer en négociation immédiatement et rendre le produit disponible selon la vitesse de leur négociation. Par contre, on le sait, une des promesses du gouvernement Trudeau était d'implanter ce National Pharmacare, ce programme de couverture publique où un payeur simple serait peut-être suggéré. À ce moment-là, ça viendrait compliquer la donne au niveau des assureurs privés. Et pour nous, au Québec, est-ce que le Québec pourrait mettre son droit de veto pour dire on n'est pas intéressé par un National Pharmacare? On a déjà notre programme à 2 payeurs qui fonctionne très bien avec la RAMQ. On veut garder ce qui fonctionne bien. Donnez-nous des crédits budgétaires supplémentaires en santé pour les économies qu'on vous fait faire. C'est un scénario. Mais dans tous les cas, oui, dès que ça passe le palier de Santé Canada, les assureurs privés, les payeurs privés, comme on dit, peuvent entamer les négociations. Et ça fait partie des parties prenantes avec lesquelles on interagit, on met pression toujours pour faire naître ce sentiment d'urgence-là et accélérer la donne. Au final, ce qu'on veut, c'est que Trikafta soit dans les mains de ceux qui peuvent y avoir accès le plus rapidement possible et ça inclut les payeurs privés. John, plusieurs s'interrogent sur l'âge à laquelle on peut prendre le médicament. Oui. Donc, on a mentionné 12 ans, c'est ce qui vient d'emblée, c'est les présentes validations cliniques ont été effectuées sur une cohorte qui débutait à l'âge de 12 ans, mais on sait qu'il y a des essais cliniques en cours pour un âge pédiatrique plus jeune. Peux-tu nous donner plus de détails, puis peut-être une tranche dans le temps, combien de temps ça prendrait pour voir les indications de Trikafta être amenées à nos plus jeunes? OK. Alors, comme tu as dit, Olivier, actuellement, les essais cliniques ont démontré un bénéfice clinique à partir de 12 ans. Les essais cliniques pour les âgés entre 6 et 11 ans, d'après, si je me rappelle bien, je pense qu'ils sont terminés, l'étude, puis ils sont en train, les essais, et ils sont maintenant en train d'évaluer les résultats. Alors, ça porte bien, ça pourrait indiquer qu'on va voir l'information sur ce groupe d'âge avant le fini de la processus avec Health Santé Canada et CEPMB. Ça pourrait être intéressant. Pour les études pour les âges plus jeunes encore, ça va prendre du temps. Ils sont encore en route ou bien on est en train de démarrer. C'est là. C'est quoi l'autre deuxième partie de cette question-là? Ben, c'est le temps que ça pourrait prendre. Donc, une fois que ces études-là passent le stade de l'essai clinique, il y a la publication revue par les pairs et tout ça, le manufacturier, de ce qu'on comprend, doit procéder à des nouvelles soumissions ou passer à travers d'autres phases du processus. C'est ça, combien de temps ça peut prendre, John? Alors,
ça peut prendre quand même du temps, mais comme je dis, je dirais, le prochain groupe le plus important, c'est l'âge entre 6 et 11 ans. Et plus qu'on va jeune, plus le focus pour les essais cliniques est sur pas sur l'efficacité, mais le safety. Qu'il n'y a pas des effets négatifs. Parce que de plus jeunes, là, beaucoup de patients très jeunes aussi, ils ont un peu d'impact clinique évident déjà. La santé est relativement bonne, alors c'est beaucoup plus difficile de démontrer un impact, une bonne amélioration quand les personnes sont déjà en très bonne santé. Ça, on peut voir, ce que je peux vous dire, c'est que ces études-là se font de plus en plus rapides. Le manufacture a beaucoup d'expérience maintenant dans des essais cliniques et il y a des réseaux en Europe, aux États-Unis et au Canada. Alors, pour le recrutement des patients, ça se fait très rapidement. Alors, ils sont très, très, très efficaces, je dirais. Je ne vais pas vraiment spéculer pour le temps parce que ça peut toujours revenir mordre en quelque part. Mais ça pourrait être assez rapide. Merci. Parfait, merci John. Une autre question issue de ceux qui nous regardent en direct. Là. Dans les études cliniques, quelles sont les statistiques sur l'augmentation de la capacité pulmonaire et les autres bienfaits du Trikafta en comparaison avec les autres modulateurs? Et tout ça, ça m'amène à penser, John, à la plus récente étude que le groupe de travail canadien a publiée en utilisant les données de notre registre croisées avec les données de l'ensemble des essais cliniques portés dans le monde. Ce Real World Evidence Exercise là, qui a été fait donne des vrais chiffres. Est-ce que tu peux en donner peut-être un petit oui, très brièvement. Dans des essais cliniques, Trikafta a donné une amélioration en moyenne au-dessus de base de quelqu'un qui ne prend pas de modulateur, qui ne prend pas de ces drogues. On voit une amélioration moyenne dans la fonction pulmonaire de 14%, à peu près. Si on compare ça à Kalydeco, ça a été 10 à 11%. Et si on regarde Symdeko et Orkambi, ils sont plus vers le 3 à 4%. Alors, il y a une bonne amélioration dans les fonctions pulmonaires, c'est ce qui est le premier point de repère. Mais il y a aussi une amélioration très importante dans la fréquence des exacerbations pulmonaires. Alors, ça peut les baisser par as much as 2/3. Et chaque exacerbation cause plus de dommages aux fonctions pulmonaires, qui sont vraiment une partie très large de la détérioration chronique avec la maladie. Alors, ça, c'est un autre impact très important. Mais aussi, on voit aussi l'impact positif sur le système digestif. Il y en a qui se voient réduire le nombre d'enzymes qu'ils prennent. Alors, il y a plusieurs étapes. On commence à voir l'obésité dans la fibrose kystique qui aura pensé. Alors, il y a aussi une grande augmentation dans le poids pour beaucoup de patients. Bon, et le revers de la médaille, plusieurs s'interrogent ici. Le revers de la médaille, les effets indésirables, les effets secondaires, adverse effects pour le médicament. Tous les modulateurs sont relativement bénins. Tous les modulateurs sont relativement bénins. Ils ont peu d'effets secondaires néfastes. Il y a des disconforts. Il y en a qui ne peuvent pas les prendre, mais il y a aussi il faut suivre, par exemple, la fonction du foie. Je ne suis pas médecin, alors je devrais faire attention. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Mais généralement, ils sont très, très bien tolérés. Et de toute façon, ça fait partie du type de questions qu'on se doit discuter justement avec son professionnel de la santé lorsqu'on discute des options. Je pense que lever l'incertitude sur les effets positifs ou même les effets secondaires bénins qu'un médicament peut apporter, il ne faut pas passer à titre de patient à côté de l'opportunité d'en discuter lorsque ça va s'inscrire un nouveau médicament. Et ça, peu importe le médicament, que ce soit Trikafta ou autre, ça fait partie des bons réflexes à avoir. Je suis sûr que nos familles FK ont ces réflexes très affûtés.
Il nous reste 5 Olivier, il y avait minutes. une question que je trouve très intéressante, ce qui est Oui, vas-y. sur si quelqu'un qui prend le médicament, si ça doit être pris de façon permanente ou temporaire. Est-ce que les bénéfices du médicament sont permanents ou temporaires? C'est celle que j'allais te poser pour la fin. OK. Ah oui. Désolé. Ben, je pense que c'est assez important à répondre à celle-là. Oui, absolument. Le médicament fait corriger le protéine une fois le protéine est fait, mais ce n'est pas une thérapie génique. Alors, le gène même, alors la recette pour faire le protéine reste toujours mutée. Alors oui, c'est une drogue qui doit être prise tous les jours pour le restant de la vie. Bon. J'irai avec une dernière question. Il nous reste 4 minutes. Puis on l'a vu, ça a été formulé de différentes façons là, dans la chat room. Quelles sont les prochaines étapes? Là? Puis comment est-ce que vous pouvez vous rendre utile pour accompagner l'ensemble des pressions qui sont nécessaires pour s'assurer de faire avancer le processus rapidement? Déjà, je vais commencer par Fibrose Kystique Canada. Nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on a au niveau de nos 3 priorités, là, si on veut. Là, premièrement, on va souhaiter obtenir davantage de détails de la part de Santé Canada et de Vertex sur le type d'examen choisi pour Trikafta et la durée envisagée de cet examen. Je pense qu'on a vu la différence entre études harmonisées, études accélérées, études standards. On veut savoir sur quelle route s'inscrit Trikafta pour être capable de pouvoir continuer à faire pression du mieux possible. On va poursuivre nos efforts avec les députés pour maintenir pression sur le ministre de la Santé fédérale pour, encore une fois, vraiment comprendre qu'il y a urgence. Il faut accélérer le passage de Trikafta à travers toutes les étapes pour faire en sorte qu'on se retrouve non seulement le plus rapidement possible avec le médicament, mais ce, avec le plus large éventail d'indications cliniques possibles pour le médicament. Vous savez, ceux qui suivent nos activités, récemment, on a monté un groupe d'urgence de tous les partis politiques, accompagné de sénateurs aussi. On a vu la sénatrice Petitclerc prendre la parole au Sénat. Je veux dire, cette pression-là, on a de très bonnes assises avec de très bons alliés. On va continuer notre travail dans ce sens-là. Et bien évidemment, on va faire pression au niveau des programmes publics, au niveau des provinces, pour inclure Trikafta dans les négociations qui ont lieu en ce moment auprès d'Orkambi et Calideco, mais aussi pour accélérer ces futures négociations qui vont venir une fois qu'on va être à parler, proprement dit, de Trikafta. Encore une fois, on veut un prix qui permettra d'assurer un large accès à Trikafta et ce, le plus rapidement possible. Donc, pour la suite, je pense que si je peux vous conseiller, puis vous voyez, il y a un enjeu vraiment sur la compréhension et l'éducation associée à tout ce qui se passe en ce moment. C'est un enjeu qui est, somme toute, assez complexe et ça évolue extrêmement rapidement. Donc, ce que je peux vous conseiller, que je conseillerais à tout le monde, je partage ici mon écran, c'est de consulter notre site web. Dès qu'on arrive sur le fibrokystique.ca, le bandeau, c'est Trikafta arrive au Canada. Simplement suivre les indications, vous trouverez toujours une information qui est juste, une information qui est vérifiée, une information qui est mise à jour. Je pense que c'est important parce qu'on le sait, Dr Google, ou ce qu'on trouve sur Internet, parfois peut nous amener sur des fausses pistes qui, au final, peut être très anxiogènes. Donc, je vous invite vraiment à consulter cette portion du site web, mais il y a aussi notre blog. Vous pouvez aussi trouver ici dans le haut, à côté des autres boutons de médias sociaux, qui, sur une base bi-hebdomadaire, va vous donner les dernières informations à ce qui a trait à la défense des droits, oui, mais aussi au programme puis à la progression de Trikafta dans ce processus d'accréditation-là. Une autre bonne façon de demeurer informé, c'est de nous suivre sur les médias sociaux. Notre équipe des communications et de relations gouvernementales et d'accès aux médicaments s'assure de toujours tenir au fait des derniers progrès que nos équipes font à différents niveaux. Et je vous dirais, c'est peut-être la meilleure façon
vous avez de vous tenir informé parce que les opportunités de nous aider vont apparaître sur ces médias. Lorsqu'on a besoin de vous, on passe par nos plateformes officielles pour vous demander contribution. Et vous pouvez le faire, oui, lors d'une action Fibrose Kystique Canada, mais toute action citoyenne que vous entreprenez de votre propre chef avec la passion des besoins qui vous sont chers est aussi très marquante et donne une voix, donne un exemple tangible aux revendications qu'on fait, nous, à titre d'organisme national. Vos députés sont là pour vous entendre, pour vous comprendre et sont surtout là pour porter votre voix. Donc, je pense que c'est tous ensemble qu'on va réussir à viser cet objectif qui est rapidement de faire progresser TRICAFTA à travers, vous avez vu, ce labyrinthe de paliers, mais on a confiance que ça risque d'arriver de façon rapide si on continue de mettre la pression qu'il faut. Donc, je remercierai John pour son temps, toute sa sagesse et pour tous les efforts qu'il fait avec son équipe pour faire en sorte qu'on arrive à bon port. Et je laisserai à Kelly le mot de la fin. Je veux juste remercier notre audience, l'assistance pour toutes les questions. On a même laissé quelques questions dans le Q&A. Très intéressant. On vous remercie beaucoup d'avoir participé et avoir nous fourni des questions. Merci. Merci, Olivier et John, et merci beaucoup de vous être rejoints à nous aujourd'hui. Et aux équipes de communication et de l'informatique pour le soutien. Nous sommes à une étape déterminante. Nous devons toutefois continuer à faire pression pour que ces nouveaux médicaments soient disponibles le plus rapidement possible pour vous, les membres de notre communauté fibrose kystique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Au revoir.